Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode du Garage, l'émission de tous les moteurs de Watch TV, que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec Driss. Si on arrive à le récupérer d'ici là, il est perdu dans un aéroport, et donc il n'est pas avec nous cette semaine, vous l'avez compris. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Garage sur le site watch.tv, que vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur iTunes, c'est gratuit, et nous suivre sur Twitter, poser vos questions et réagir à l'émission avec le hashtag LeGarageWatch. Je vous rappelle également que Watch TV est disponible sur les principales box, les applications iOS, Android et Windows, et que le Garage est en ligne sur la page auto de notre partenaire Yahoo France. Alors au sommaire, très chargé cette semaine, nous parlerons du retour de la revanche des SUV pionniers, à savoir les Honda CR-V, Toyota RAV4 et Suzuki Vitara. Nous évoquerons un joli fragment du passé avec le Tour Auto 2015, en ce moment sur les routes de France, un fragment du présent avec l'essai de la BMW une 16D, une premium abordable, et puis un soupçon de deux roues avec la Suzuki DL650 V-Strom XT, c'est pas facile, et un duel de scooters entre Yamaha et Honda. Alors pour discuter de tout ça, j'ai le plaisir de retrouver Vincent Beaucousin-Jamelin. Vous voyez derrière moi, il nous accueille chez lui dans sa Normandie. Salut Vincent. Salut à tous. Comment vas-tu ? Très bien, écoute, je te remercie de nous accueillir une nouvelle fois. C'est avec plaisir. Et puis en plateau avec moi, deux invités. Alors tout d'abord Nicolas Edet, pour la première fois en direct live sur ce plateau. Salut Nico. C'est un grand honneur. Salut Alex. Et enfin le retour de la revanche également de monsieur Eric Philippe. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu ici. C'est vrai. Salut Eric. Salut, ça va ? Ouais, alors tu fais plus de radio toi ? Non, la radio c'est fini, je suis passé au web et notamment une chaîne de télé sur le web qui s'appelle motorlive.tv. Je vous invite tous à aller jeter un œil. C'est pas vraiment des concurrents. C'est pas des concurrents, c'est sponsorisé. Mais on aime bien les concurrents voilà. Aussi. Et d'ailleurs, tu nous parleras de moto tout à l'heure. Voilà, donc les présentations sont faites. On se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite. Alors ce sont les pionniers du genre, on les a vus envahir les routes et les villes depuis la fin des années 80. Je veux parler bien sûr de ces petits 4x4 qu'on n'appelait pas encore forcément SUV à l'époque et qui sont arrivés en force par le Japon, à savoir les Suzuki Vitara, le Honda CR-V ou encore le Toyota RAV4. Depuis quasiment tous les constructeurs s'y sont mis, généralistes et premium, et ont largement contribué à redistribuer les cartes sur ce secteur en éclipsant les pionniers du coup. Ces derniers n'ont pas dit leur dernier mot, ils reviennent avec des modèles entièrement revus et peut-être même plus adaptés au marché européen. Alors messieurs, je vous propose qu'on les aborde, on va dire dans l'ordre d'apparition à l'écran, comme on dit au ciné. On va commencer par le plus petit, le moins cher des trois, le Vitara. Alors on a pu l'essayer avec Driss, je ne sais pas si l'un de vous a pu l'essayer, le Vitara. Alors pas le nouveau pour le coup, moi je suis encore sur les anciens, moi aussi. les old school on va dire. Alors le Vitara, donc Vincent tu me corrigeras si je dis une bêtise, c'est la troisième génération. Alors il y a Vitara, Grand Vitara, on ne sait pas très bien si c'est la deuxième, la troisième, voire la quatrième, parce qu'il y a eu plusieurs déclinaisons de châssis. Celui-ci donc c'est le plus petit, 4,20 m, il est plus que compact, Vincent, ce SUV. Oui, c'est ça. Alors ta remarque, pour commencer, elle est plus que pertinente parce que Suzuki a quand même beaucoup baladé son modèle. On s'est un peu perdu à savoir si c'était un SUV citadin ou un SUV moyen. Maintenant, cette nouvelle génération, moi je l'aime beaucoup. Je l'avais découvert au salon de Tokyo. C'est coloré, c'est plutôt sympa en termes de style. Il y a de la technologie parce qu'il y a toujours 4 vraies roues motrices. Ça garde bien l'aspect peut-être baroudeur. Et voilà, c'est vraiment un petit SUV sympa qui se propose de mémoire à des tarifs relativement abordables maintenant, un petit peu moins de 20 000 euros. Le seul inconvénient peut-être pour cette voiture aujourd'hui, c'est peut-être le réseau de distribution de Suzuki. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un peu léger, ouais. Ouais, alors effectivement, alors je sais pas combien ils ont de distributeurs aujourd'hui en France. T'as parlé du prix, effectivement, c'est le moins cher. Il est même à un peu moins de 17 500 euros en entrée de gamme. Eric, tu voulais dire quelque chose ? Non, moi je me posais une question parce que dans les anciens, on parlait déjà de SUV, c'était plus utilitaire, je trouve moi, dans le confort, disons, et dans le plus que sport, ou confort d'ailleurs. Et je me demandais justement sur cette nouvelle version si on avait bien progressé en termes d'accueil, en termes de confort, peut-être de prise en main. À l'époque c'était aussi très urbain. C'est l'idée de ces petits 4x4 en fait. Quand c'est sorti, on voulait pouvoir se balader en ville facilement avec un look très différent, un look un peu fun pour certains d'ailleurs. C'est le cas du RAV4. Et du coup, je pense que Suzuki va raccrocher un peu sur cet esprit-là. Je crois parce qu'apparemment il est personnalisable, Vincent, il me semble. Absolument. Oui, on peut choisir dans pas mal de configurations de couleurs.
Ça fait partie du côté fun. Ouais, il y a des choix de calandre, des peintures assez sympas comme ce bleu-là. Il y en a même des oranges, effectivement. Tu parlais du confort. Alors oui, il y a eu beaucoup de progrès. Enfin, moi, j'ai trouvé en l'essayant en termes de présentation intérieure et de confort, avec toujours des petits travers à la japonaise, hein, un siège passager qui se règle pas en hauteur alors que le siège conducteur l'est. Ça devient une habitude, ça. Ça devient un peu une habitude. C'est un peu dommage. Beaucoup d'efforts également mis sur l'infodivertissement et sur les technologies embarquées, avec on va dire des efforts un peu inégaux. Moi j'ai trouvé par exemple la qualité du système audio un peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre, alors que finalement le système de navigation est plutôt très rapide avec un écran capacitif très réactif. Donc voilà, il y a du bon, du moins bon. Alors ce SUV il a un avantage, avantage ou pas d'ailleurs, je sais pas, mais il a une caractéristique, tu l'as dit Vincent, c'est que c'est un vrai 4x4. Oui, je trouve que c'est toujours intéressant quand même de conserver quelques racines, un peu comme dans une Fiat Panda, finalement, d'avoir cette possibilité d'avoir 4 vraies roues motrices, parce que là justement sur le bouton tu le montres très bien, il peut y avoir de la neige, ça peut être utile à la montagne, à la campagne. Enfin voilà, si on s'achète un SUV, c'est pour en partie avoir une part de rêve sur le côté baroudeur, et si la voiture elle est capable de rien, c'est un peu dommage. Alors moi, ce qui me frappe un petit peu, c'est que bon, ce Vitara, il vient plutôt en face, on va dire, d'un Jeep Renegade ou d'une Fiat 500X, qui ces deux jouent effectivement la carte 4x4, le 500X et 4x4 avec des programmes. Alors c'est pas un franchisseur, mais c'est malgré tout un 4x4. Le Renegade lui joue la carte franchisseur, alors que les modèles plus gros comme le RAV4 ou le CR-V jouent beaucoup moins cette carte-là de baroudeur. Ouais, alors ce qui est assez étonnant, c'est que finalement les Japonais, enfin ces Japonais-là en l'occurrence, Honda et Toyota, sont un petit peu perdus finalement vers le milieu des familiales. C'est-à-dire que c'est des voitures aujourd'hui qui permettent de faire vraiment de la route, beaucoup plus qu'avant. Avant on était plus sur de l'urbain, maintenant on est sur de la routière. C'est encore plus le cas, je trouve, sur le CR-V, sur le recyclage qui sort en ce moment. Et là on va pouvoir un petit peu en parler parce qu'on a un nouveau moteur, nouvelle boîte et tout. Mais si on prend le RAV4 en face, on a un peu la même idée, c'est-à-dire que c'est des grandes voitures, c'est plutôt ça se gare pas aussi facilement qu'avant pour le coup en ville. Et voilà, c'est vraiment pour tracer la route en famille, quoi. Alors donc le Vitara, donc première génération 88, le RAV4, deuxième dans l'ordre d'apparition, première génération 1994, c'est la quatrième génération qui sort maintenant, 4,57 m, on change un peu de gabarit, Vincent. Oui, voilà, on rentre, comme le disait très bien Nicolas, dans un autre segment, hein, c'est celui de la compacte. Hein. On peut voir ces véhicules aujourd'hui comme des concurrents d'une Peugeot 308 ou d'une Volkswagen Golf. C'est vrai que c'est aussi un peu le genre qui a tué le monospace progressivement en Europe. Pour rebondir sur ce qu'on disait, pourquoi ils n'ont plus 4 roues motrices, ces véhicules, c'est aussi les normes Euro 6, hein, la chasse au grammage par les constructeurs, qui font qu'ils ont très vite abandonné 4 roues motrices, puisqu'on sait que ça produit plus de grammage de CO2 à l'échappement qu'une simple traction. Donc voilà, il y a aussi les normes qui ont un peu tué le poussin dans l'œuf, comme on dit. Alors, toi, est-ce qu'il y a une vraie demande aussi en termes de clients pour le 4x4 ? C'est pas certain non plus, quoi. Alors c'est un peu la question qu'on peut se poser, et pourquoi les petits jouent cette carte du 4x4 et les plus gros finalement la délaissent un petit peu. Ouais. Alors on garde le côté 4 roues motrices pour la sécurité que ça peut apporter au roulage sur certaines routes, mais on perd effectivement ce côté un petit peu baroudeur qui est toujours possible, hein, mais c'est moins fait pour. Est-ce que c'est pas aussi une question d'image finalement que les constructeurs veulent véhiculer au niveau de leurs produits, c'est-à-dire que le 4x4, le SUV même, c'est plutôt mal vu, enfin ça l'était et puis ça le reste encore dans beaucoup d'esprits, hein. Du coup on vient sur des termes différents, le crossover en l'occurrence. Honda parle même de crossover de temps en temps concernant le CR-V, alors qu'on est bien d'accord qu'à la base on est sur un 4x4. Donc voilà, je pense qu'il y a une réelle volonté d'évolution, c'est purement marketing, c'est une question d'image qu'on veut véhiculer, et du coup voilà, du coup on a tendance même à vendre de plus en plus de traction, que ce soit sur le RAV4 ou le CR-V. C'est assez étonnant. C'est aussi parce que c'est une image qu'on s'achète en tant que client, un peu baroudeur, un peu aventurier, avec un véhicule qui est sur pattes, qui donne toutes les apparences de celui qui peut traverser le désert et qui n'en est pas forcément capable. Et on s'en fiche. L'important c'est plutôt l'image qu'on véhicule et qu'on donne de soi.
Vincent, tu parlais de grammage de CO2. Il y a une nouveauté intéressante sur le RAV4 qui a été présentée au Salon de New York. C'est une version hybride. Oui, alors c'est finalement on s'y attendait un petit peu. Toyota a déployé l'offre hybride de sa marque Lexus vers ses modèles, puisqu'on voyait difficilement le moteur de la Prius être capable de motoriser un RAV4, puisque c'est quand même un petit peu plus lourd et il fallait un petit peu plus de chevaux. Donc voilà, Toyota se met à du hybride plus performant. Alors. Oui, je tiens à ajouter une chose, c'est qu'il faut reconnaître, ils ont bien fait de faire ça, parce que si on compare justement un CR-V aujourd'hui avec un RAV4, le RAV4 est un peu à la traîne au niveau du diesel. Si on met une boîte auto comme sur le CR-V, d'ailleurs qui bénéficie d'une nouvelle boîte auto à 9 rapports, voilà, le RAV4 est vraiment à la traîne en termes de CO2. On est à 174 grammes, donc on se prend un malus quand même qui est assez élevé, alors qu'on est en neutre chez d'autres. Donc voilà, je pense que c'est bien pour eux, c'est nécessaire même, c'est vital de pouvoir proposer un produit plus en adéquation avec l'Europe, on va dire. Donc le RAV4 qui démarre à 26 700 € à peu près. Alors troisième, le CR-V, première génération 1996, quatrième génération aujourd'hui, comme le RAV4 4,57 m. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de nouveautés sur celui-ci, même si c'est un facelift de la génération 2011, si je dis pas de bêtises. Nouveau moteur, nouvelle boîte, nouvel intérieur, beaucoup de nouveautés. Oui, alors il y a une face avant qui a été totalement remodelée, qui est plus agressive qu'avant. Ce que j'ai roulé un petit peu avec quand même, et ce qui m'a étonné, c'est de voir le regard des gens. C'est-à-dire que les gens s'arrêtaient parce qu'il y a des LED qui sont un peu différents, il y a une présentation qui est différente, et les gens le regardent. Ça, c'est plutôt bon signe sur une voiture généralement. Et puis alors l'intérieur, il évolue très très peu, c'est surtout le système d'infodivertissement qui évolue vraiment de manière on va dire que le système est un petit peu plus facile à utiliser qu'avant, mais je pense qu'il y a encore des progrès à faire dans ce domaine. Je sais que les Japonais sont pas toujours au top là-dessus, par rapport à certains. Étonnamment, ouais, parce qu'ils sont plutôt à la base de plein de choses. Mais voilà, donc je trouve que l'intérieur est toujours aussi bien fini. Ils sont partis d'une base qui est quand même assez bien finie. C'est-à-dire qu'on a vraiment, un univers qui est très sobre, qui monte en gamme vraiment globalement. On frôle la frontière du premium avec le CR-V. On a quelque chose de vraiment, en termes d'ergonomie, c'est pas mal. Bon, il y a toujours ces histoires de petits écrans un peu partout qui sont typiques à Honda. On l'a sur la Civic aussi, donc il faut s'y retrouver un petit peu. Mais une fois qu'on roule avec, c'est toujours pareil, quand c'est sa voiture, on s'y fait, on a l'habitude des différentes commandes, et c'est très agréable. Voilà, c'est une voiture qui reste en termes d'intérieur et de fonctionnalité vraiment intéressante. Surtout, alors là je termine juste sur un détail qui existait déjà avant, mais qui n'existe que chez Honda pour le coup. C'est quand on est au niveau du coffre et qu'on veut baisser les sièges, il y a juste des petites tirettes. C'est hyper modulable, ça se forme un plancher plat hyper facilement, et ça pour le coup le RAV4 ne l'a pas, et les autres non plus pour le coup. Donc c'est des petits trucs pratiques comme ça qu'on a sur ce CR-V. Alors vous le voyez derrière moi, on me dit dans l'oreillette que Monsieur Abdi est en direct avec nous. Salut Driss. Salut tout le monde, comment vous allez ? Ça va bien ? Super. Tu as réussi à passer la sécurité. Donc pour la petite histoire, Driss est en partance pour New York et il est avec nous depuis Charles de Gaulle, l'aéroport Charles de Gaulle. Le pauvre. Driss, écoute, on va raccrocher les wagons. On est en train de parler des petits SUV. Est-ce que tu veux revenir une seconde sur le Vitara qu'on a essayé ensemble ? Tu avais peut-être des choses à dire dessus. Le Vitara, oui, c'était une voiture. C'est vrai qu'on avait testé ça au Portugal, de mémoire. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était finalement l'équipement. C'est une voiture qui est pas très chère au regard des prestations offertes. Après, c'est sûr que c'est pas non plus le gros 4x4 de fou, mais c'est une voiture, je dirais, tout chemin, plutôt agréable. J'aime bien le nouveau look. Qui est plutôt réussi. C'était très confortable. Après la motorisation qu'on avait essayé, j'ai plus le souvenir du moteur. Alors c'était le petit diesel. Alors effectivement, on l'a pas dit, le Vitara est proposé avec deux moteurs 1,6 litre chacun, 120 chevaux essence, 120 chevaux diesel. On avait roulé dans le diesel, si ma mémoire est bonne. Et en fait, on avait dû essayer les deux, mais on était peut-être un petit peu plus emballé par le diesel qui bénéficie de plus de couple que l'essence. C'est souvent le cas, mais aujourd'hui, les constructeurs font pas mal d'efforts au niveau des motorisations essence, mais là, on était un petit peu plus enjoué avec la motorisation diesel.
Oui, exactement. Et puis voilà, donc cette nouvelle ligne qui est plus moderne, c'est une voiture qui est assez sympathique, je trouve. Et encore une fois, niveau rapport qualité-prix, c'est un produit intéressant. Alors, on en était donc au CR-V. Alors, il est moins cher que le RAV4. Il est à prix d'entrée 25 300 € à peu près. Ouais, alors faut savoir quand même une chose, c'est qu'avec l'arrivée de ce nouveau moteur et de cette nouvelle boîte auto, si on prend si on prend le nouveau moteur qui fait 160 chevaux diesel, plus la boîte ZF 9 rapports automatique qui est vraiment très très agréable, on monte quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans les 25 000. Les 40 000 très facilement. Ça va très très vite. Un CR-V. Donc ils font payer un peu cher, un peu la nouveauté si vous voulez, mais à l'arrivée, alors je trouve que voilà, on a quelque chose d'assez agréable. C'est pas ultra péchu par contre. On peut pas dire que ce soit une voiture qui offre une certaine sportivité, même en mode sport. Par contre, l'avantage, c'est je me souviens de l'ancienne génération avec le 2 litres de diesel qui était un petit peu moins puissant, avec l'ancienne boîte, on était à peu près à 1,5 litre, 2 litres de moyenne en plus. On a gagné vraiment en consommation, et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui finalement avec ce type de véhicule, c'est de consommer moins. Et on ne cherche pas la performance, absolument, voilà, même si ce sont plutôt des routières que des baroudeurs. Ouais. Un petit mot de conclusion. Vas-y. Moi, je la découvre un peu là en image, étonnamment. Je la vois comme ça et je vois de belles images en plus. Moi, je suis quand même assez surpris parce qu'en général, on parle souvent du design à la japonaise. Je pense que c'est très culturel justement et que nous, Européens, on a peut-être un petit peu de mal avec ça. Moi, j'ai la sensation d'un véritable, comment dirais-je, d'un vrai souci de plaire aux Européens, peut-être avec ce nouveau CR-V qui, je trouve, pour le coup, a une ligne et une face avant qui est assez jolie, assez premium effectivement. Comme tu le disais tout à l'heure. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le retour de ces petits SUV japonais. On va se retrouver dans une poignée de secondes pour la suite. Voilà, messieurs, est-ce que vous connaissez le point commun entre Gérard Holtz, Simon Lebon et Luc Ferry ? Les cheveux, non ? Alors, c'est pas les cheveux. On pourrait penser. Non, ces trois personnalités participent tous à un événement qui a lieu en ce moment sur la route de France et qui s'appelle le Tour Auto. Le Tour Auto, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un rallye d'anciennes, on va dire, qui se déroule donc jusqu'au 25 avril entre Paris et Biarritz. Alors, ça a commencé au parc fermé du Grand Palais pour le contrôle technique, comme tous les ans le lundi. Alors, les véhicules qui peuvent y participer doivent avoir été produites entre 1951 et 1973 et avoir déjà participé au Tour Auto. Déjà être des voitures qui ont couru. Le Tour classique, on va dire, existe sous cette forme depuis 92 et c'est donc une série d'épreuves spéciales et circuits qui font quand même entre 225 et 500 km. Donc on rigole pas avec ces petites voitures. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y participer ou de les voir. Driss, je sais que toi, t'as déjà fait une étape du Tour. Oui, exactement. J'ai eu la chance d'y participer il y a 2 ans parce que je réalisais un article justement sur le Tour Auto. Et faut dire, c'est vrai, on voit de belles mécaniques. Moi, j'ai peut-être pas autant une culture auto que nos deux invités. Ceci étant, de belles voitures et puis surtout une expérience humaine très intéressante. Il y a une chose qui m'avait marqué vraiment. J'avais pu conduire au volant d'une Jaguar Type E et vous aviez les gens au bord de la route qui applaudissaient. C'était vraiment une grande fête, si je puis dire. Alors on trouve de tout, depuis une Peugeot 204 coupé jusqu'à une Ferrari 250 GTO, c'est comme une voiture qui vaut à peu près 50 millions en l'état. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Ouais. En passant par des Mini, des Jaguar Type E, Driss tu l'as dit, des MG, des Alfa Romeo, des BMW, des Porsche, des Citroën, et même des Renault Gordini, on en oublie. Du côté des pilotes, on l'a vu, ça va du particulier passionné à toutes sortes de people, tous réunis par la même passion automobile. Je vous propose de partir à la rencontre de quelques personnalités du Tour, à commencer par l'un de ses sponsors qui engage une Jaguar Type E justement pour la 6e année, c'est Ludovic Leboeuf. On se retrouve dans 3 minutes. Ludovic Leboeuf, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Ludovic Leboeuf, vous êtes président d'Alain Figaret. D'où vient votre passion personnelle pour l'automobile ? Parce qu'on imagine que vous n'êtes pas là par hasard. Non, mais j'avais 2 passions et sans raconter d'histoire, vraiment tout petit, je voulais travailler dans la mode et je poussais les voitures sur le parquet de la maison. À 5 ou 6 ans, j'étais piqué très très tôt aux petites voitures. Donc là, c'est un gros jouet maintenant. Alors, le jouet, on va dire, c'est celui-ci. C'est une Jaguar Type E. Elle participe depuis combien de fois au Tour Auto, cette voiture ? C'est la 6e fois cette année qu'elle participe en compétition.
D'accord, alors est-ce que vous pouvez nous la présenter très rapidement, ses caractéristiques? Ouais, une Jaguar type 1962, semi-lightweight, ça veut dire que tous ses ouvrants, le capot énorme à l'avant, la malle arrière et les portes sont en aluminium, des jantes en magnésium, et elle est motorisée par un 3,8 litres en ligne, série 1, donc les seuls moteurs qui sont éligibles pour la Jaguar sur le Tour Auto. Alors, vous avez fait entrer Alain Figueret dans le Tour Auto. Pourquoi avoir choisi le Tour Auto? Parce que j'ai découvert le Tour Auto ici au Grand Palais. Donc il y a de cela 7 ou 8 ans. Voilà, je viens par hasard devant le Grand Palais, je vois cette exposition, je rentre et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc les plus belles autos du monde, c'est un musée vivant et les voitures ne sont pas statiques. Alors là, malheureusement, elles ne bougent pas, mais demain matin à 6h, je peux vous assurer qu'elles vont bouger bruyamment même. C'est extraordinaire. Et le public qui est là est passionné, c'est vraiment des hédonistes. Ils aiment les belles choses, hein. On voit les autres partenaires qui sont là. Et donc ça m'a semblé une évidence pour nous que d'essayer d'investir cet univers de la course auto historique. Alors, quelles sont les conditions à remplir si on veut participer au Tour Auto? Bon, j'imagine qu'il faut une voiture. Quel type de voiture peut participer? Alors, il faut une voiture qui soit éligible. Et la liste d'éligibilité en fait, dépend des autos qui ont fait le Tour Auto à l'époque de la course. Donc c'est une course qui existe depuis 1899 et sont sélectionnées les autos, je ne veux pas dire une sottise, mais c'est grosso modo entre 1955 et 1975. Je dois me tromper d'une ou deux années. Voilà, donc toutes les autos que vous voyez ici, il peut y avoir des 250 GTO, c'est le cas, des Jaguar Type E, des Ford GT40, mais aussi une 2 chevaux. C'était le cas l'an dernier encore. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'épreuve en elle-même? Combien de temps elle dure et quel est le type d'épreuve? Parce qu'on imagine que ce n'est pas une course de vitesse. Un petit peu quand même. Alors il y a deux catégories et les voitures sont reconnaissables. Les stickers noirs, les numéros de course noirs, ce sont les voitures qui sont inscrites en compétition. Et les numéros de stickers rouges indiquent les voitures qui sont inscrites en régularité. En régularité, il faut reproduire la moyenne de vitesse qu'on a annoncée avant le départ. En compétition, au Tour Auto Optique 2000, il faut arriver le premier. Voilà, et donc là, c'est du scratch. Driss, tu es toujours avec nous? Quand tu avais participé à une épreuve, c'était sur une voiture ouvreuse ou c'était dans une des catégories engagées, à savoir compétition ou régularité? Non, c'était régularité et il valait mieux parce que je t'avoue que la Jaguar Type E, quand tu commences à la pousser un petit peu, les suspensions, c'est du chewing-gum, tu te retrouves à chalouper sur les bosses et donc tu es limite à t'envoyer dans le fossé à chaque virage. Donc c'était juste une étape en régularité. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de posséder une voiture très chère pour participer au Tour, pardon. Ludovic Leboeuf nous parlait de 2 chevaux. Alors, il y en a pas cette année, mais l'une des voitures engagées les plus modestes du plateau, c'est une Peugeot 204 coupé. On va retrouver tout de suite un passionné que beaucoup connaissent ici, ainsi que le pilote de cette 204. Le Tour, ce sont également des voitures populaires. Il n'y en a pas beaucoup, mais la preuve par deux François. François Alain, que vous connaissez déjà. Salut François. Salut Alexandre. Et François de Gaillard, bonjour. Bonjour. Alors François de Gaillard, vous êtes l'europropriétaire de cette 204 coupé. Parlez-nous un petit peu de cette voiture. Il n'y a pas beaucoup de voitures de ce gabarit-là sur le Tour. Hein. Non, effectivement, on est un peu surpris d'être un peu tout seul avec notre 204. Pourtant, c'est une voiture extraordinaire, puisque c'est une voiture qui déjà fête ses 50 ans, puisqu'elle est sortie en 65. Et c'était une voiture pour Peugeot qui à l'époque était extrêmement révolutionnaire, puisque traction avant, moteur transversal, moteur en alliage, et c'était la GTI des jeunes de l'époque. Alors François, cette voiture, tu la connais bien, toi aussi. De par ton appartenance à un club, tu nous en parles un petit peu, le club Peugeot? Alors le club chez Peugeot, en fait, c'est assez simple. Il y a pratiquement un club par modèle, donc c'est pas compliqué. Donc il y a un club dédié aux 200, un club dédié aux 204 et aux 304. Et donc François en fait partie, bien sûr. Et l'intérêt, c'est que ça regroupe tous les fanats de ce modèle dans toutes les versions. Il y a environ 200 personnes. Et c'est la deuxième fois qu'une 204 coupée participe au Tour. Il y en a déjà une en 2008. Et donc 2015, à nouveau une 204, et peut-être en 2016, on en reparlera. Alors François, vous courez en régularité. C'est quoi l'objectif? Alors, l'objectif, c'est de se faire plaisir, s'amuser et d'arriver à Biarritz.
Donc on ne va pas du tout courir sur les temps, sur les chronos ni rien. On va essayer d'être présent dans toutes les spéciales, sur tous les circuits, s'amuser avec notre petite voiture et jouer la carte française Peugeot sur ces 5 jours. Vincent, est-ce que tu es là? Ouais, ça te dit pas, toi, de faire le tour en ancienne? Alors si, ce serait quand même une super aventure. C'est d'abord très bien organisé. Faut tirer le coup de chapeau aux organisateurs qui font ça tous les ans de manière très très bien, qui proposent de beaux parcours, des belles étapes. C'est d'abord ça l'intérêt. Et puis, comme le disait Driss, je crois que c'est aussi de véhiculer un peu une bonne image de l'automobile à travers la France avec ce tour auto. C'est comment réconcilier un petit peu tous les Français et la belle voiture. Avec le patrimoine auto, je vous rappelle effectivement que vous pouvez les suivre sur les routes de France. Le parcours est en ligne sur le site du Tour Auto. Ils sont donc aujourd'hui 22, ils arrivent à Clermont-Ferrand, demain à Toulouse, après-demain à Pau et pour finir à Biarritz. Alors on l'a dit, le Tour attire des people de tous les horizons, pilotes bien sûr, pop stars, politiques, chefs étoilés et même des journalistes. Alors on a donc décidé d'encourager ce valeureux participant qui travaille pour une petite chaîne concurrente et qu'on est ravis de pouvoir aider à se faire connaître. Je vous laisse le découvrir, il est au volant d'une Renault 8 Gordini. Alors sur le tour, on retrouve quelques têtes connues. Jean-Pierre Gadjic, Automoto. Alex, Ça va bien? ouais. Alors dis-moi, une Gordini, tu cours avec ça? Eh ben oui, ouais, on trouvait que c'était une bonne idée de faire le tour auto avec une voiture française, une voiture populaire, une voiture qui parle aux gens évidemment, et on trouvait que la R8 Gordini correspondait bien à ce type de voiture, avec Anthony Beltoise qui va être mon pilote et copilote parce qu'on va switcher un peu. Vous avez switché, ça va être dur de choisir. Qui va conduire le plus d'après toi? Je pense que ça va être Anthony quand même, parce que c'est pas une voiture si facile que ça à conduire, la Gordini, propulsion, moteur à l'arrière, une voiture assez joueuse. On a des circuits difficiles comme Charade où il faut faire très attention. Anthony connaît bien le circuit. Je pense que ce type de tracé, je vais le laisser faire, je pense. Alors vous avez un joli numéro, 123, il est rouge. Ça veut dire que vous courez en régularité, c'est ça? Ouais, on court en régularité parce qu'on va faire un grand sujet pour l'émission, qu'il faut qu'on ait aussi le temps de faire un peu des images, etc. Donc en compète, le rythme est un peu trop soutenu, c'est pas la même organisation. Et puis mine de rien, pour l'avoir fait l'an dernier pendant 48 heures en régularité avec une Mini, ça va pas si lentement que ça. Franchement, notamment sur les étapes, sur les spéciales sur route fermée, on est secoué. Alors le but c'est de faire un sujet, mais c'est quoi? C'est de finir, de se faire plaisir? C'est de finir, c'est de se faire plaisir et c'est surtout de faire découvrir aux gens ce que c'est le Tour Auto, cette espèce de caravane qui parcourt les petites routes de France un peu à l'ancienne comme ça. Et puis il y a des voitures extraordinaires, il y a plus de 200 voitures, on a une de Ferrari 250 GTO. C'est de montrer aux gens au maximum l'ambiance et ce que ça procure de rouler avec ces voitures-là. Merci Jean-Pierre, À bientôt. Merci. Nicolas, le copilote de Jean-Pierre, ou le pilote, parce qu'on peut switcher. Anthony Beltoise, tu le connais bien, il va être capable de conduire une Gordini. Il est habitué à des choses un petit peu plus puissantes et plus modernes. Je dirais que Anthony, il faut savoir qu'il travaille avec nous sur une autre émission, notamment sur des sujets extrêmes et des sujets rétro. Il est capable de rouler n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer surtout avec à peu près toutes les sportives. En fait, c'est un très très grand technicien du volant. Il court en championnat de France, GT fait ça. Il est en Ferrari là-dessus, mais en parallèle, il a fait des voitures de rallye des années 80. C'est le cas de la 205 Turbo 16 par exemple de Jean-Pierre Nicolas, où il joue vraiment avec. Donc je suis même pas inquiet. C'est-à-dire que je pense que même Jean-Pierre Gadjic a eu une excellente idée de le prendre en pilote ou copilote, en tout cas en équipier, parce que ça va l'aider énormément. Alors Jean-Pierre effectivement disait hier dans un tweet que Anthony Beltoise fumait des Ferrari à Manicourt. Voilà. Oui. Pour faire un dernier petit point des pilotes qu'on a vus, alors Ludovic Leboeuf avec sa Jaguar a fini hier 57e en indice performance, et puis Jean-Pierre Gadjic 46e et François De Gaillard 51e en régularité. On va passer à autre chose, on va passer à quelque chose de beaucoup plus moderne. On se retrouve dans 10 secondes. Alors on va passer à l'essai Yahoo de la semaine. Vincent, présente-nous rapidement la voiture et puis on va regarder cet essai. BMW présente une toute nouvelle série 1 et en fait on a fait un constat avant de partir dans cet essai, c'est que les modèles entre guillemets bas de gamme du constructeur premium allemand s'affichaient au même prix que certaines voitures très populaires comme une nouvelle Peugeot 308 ou une Volkswagen Golf. Alors on s'est dit, est-ce qu'une BMW au prix d'une Golf ou d'une 308 ça vaut le coup?
Eh ben, on va voir ça tout de suite. BMW, marque premium par excellence, revisite sa petite série 1 à succès. Nouvelle face avant, nouvelle face arrière, de nouveaux moteurs, une grille tarifaire revisitée également, des tarifs qui positionnent cette série 1 comme cette 116D bien plus favorablement que par le passé et directement face à des concurrentes moins prestigieuses. De quoi s'offrir le premium pour le prix d'une compacte sans blason. Dévoilé à Genève, le restylage de la seconde génération de la série 1 nous avait réconcilié avec le design BMW. Oubliez les optiques tombantes, un peu tristes, et les feux arrière façon Volkswagen Polo. La nouvelle série 1 renoue avec l'élégance et la sportivité. Les projecteurs accueillent un éclairage diurne à LED et deviennent full LED en option. La calandre s'élargit et les feux arrière en 2 parties assoient davantage une poupe plus dynamique. La présentation intérieure progresse également avec des touches noires brillants et un équipement en hausse. Climatisation automatique de série, autoradio BMW professionnel avec écran couleur 6,5 pouces et un système e-drive. Appel d'urgence intelligent. Sous le capot, beaucoup de changements. En plus de 4 cylindres déjà connus, 118, 120 et 125 diesel ou essence, la série 1 propose de tout nouveaux moteurs 3 cylindres, 116i et 116D, déjà vus sur la Mini et l'Active Tourer. C'est la version la plus économe que nous avons essayée. Forte de 116 chevaux et de 270 Nm de coupe, la 116D Efficient Dynamics ne perd pas grand-chose de son dynamisme malgré une boîte 6 vitesses très longue. Elle affiche seulement une consommation normalisée de seulement 3,4 litres au 100 km. En conduite rapide, sur des routes tourmentées, nous n'avons pu dépasser les 6,6 litres. Belle performance. BMW a bien travaillé, sa nouvelle série 1 ne perd rien des qualités de sa devancière. Mieux encore, elle progresse sur bien des points, plus élégante, plus performante, plus économe. Elle est également très bien placée sur certains de ses tarifs, comme sur cette 116 diesel équipée du 3 cylindres 116 chevaux déjà vu sur la Mini, qui peut rivaliser question tarif avec les meilleurs compacts du segment. Alors oui, on peut répondre à cette question, le premium au prix d'une compacte classique, c'est possible. Vincent, le premium au prix d'une compacte classique. Alors, on parle de cette version équipée avec un écran, équipée avec un système audio intéressant et quelques options, ou on parle d'un modèle d'accès un peu moins bien équipé pour rivaliser avec une 308 ? Modèle avec le petit écran qu'on voit là à la vidéo, bien entendu le tout petit moteur diesel, etc. Donc voilà, c'est pas non plus forcément la voiture avec tous les inserts de ronces de noyer qu'on connaît, les grosses jantes, etc. Mais BMW a vraiment fait un effort quand même pour laisser de l'équipement, l'image de la voiture, et puis également on va avoir quand même le côté performance, équilibre naturel de la voiture, et la finition surtout qu'on connaît chez BMW. Alors on parle d'un moteur 3 cylindres, ça c'est également quelque chose d'assez nouveau chez BM. Enfin, c'est pas, on n'en trouve pas dans toutes les BM. Hein. Non, c'est le petit 116D qui avait été effectivement introduit sur la Mini, que moi j'ai pu essayer sur la série 2 Active Tourer. C'est un moteur qui fait très bien le travail. Moi, dans l'Active Tourer, j'avais fait 6 litres d'eau de moyenne avec. Voilà, il correspond également aux petites motorisations qu'on retrouve chez les constructeurs généralistes, du HDI 110 ou du TDI 110 chez Volkswagen. BMW s'est simplement positionné en phase 2 avec un moteur un petit peu plus technologique puisque c'est du 3 cylindres. Alors, les constructeurs généralistes essayent de monter en gamme, les constructeurs premium essayent d'accéder, on va dire, au milieu ou en haut de la gamme des généralistes. C'est la tendance, ça ? Oui, j'ai l'impression. Après c'est vrai qu'il faut effectivement, ce que tu disais très justement tout à l'heure, il faut vraiment comparer une Peugeot 308 avec ce type de moteur, au même tarif, avec une finition
qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là en fait finalement, puisque faut regarder ce qu'on a chez Peugeot et ce qu'on a chez BM. Il est sûr qu'en termes de qualité de finition et même tous les petits éléments qu'on peut avoir à bord, on est très très bien chez BM, hein. On est bien au-dessus, que les choses soient claires. Maintenant, est-ce que là, par exemple la série 1 n'est pas un peu lourde par rapport, est-ce que c'est pas un peu sous-motorisé par rapport à une Peugeot 308, je dirais, par rapport au poids de la série 1? Vincent, tu as peut-être une réponse? Moi j'ai pas essayé cette voiture. La série 1, là, telle qu'on la voit avec le petit moteur 116D, a fait 1395 kg, ce qui est, c'est certain, un petit peu plus lourd qu'une 308. Je pense que Nico a raison, puisque la série 1 sera peut-être un petit peu moins virevoltante, on va dire. Maintenant, on connaît aussi quand même les qualités de châssis chez BMW. Mais vraiment, nous, ce qu'on avait voulu dire, c'est que voilà, si on prend une finition équivalente à équipement comparable, eh bien finalement, aujourd'hui, avec un écart inférieur à 1 000 €, on peut choisir entre une BMW, une Peugeot ou une Volkswagen. Et c'était cette tendance qu'on cherchait un petit peu à aller donner, c'est que effectivement ces constructeurs premium cherchent à étaler de plus en plus leur clientèle, descendent vers le bas. Et ce qui est quand même assez réconfortant, c'est que quand on achète ces voitures premium, ce ne sont pas des voitures au rabais, on retrouve la même qualité de plastique, d'assemblage et je pense de durabilité du véhicule, puisque c'est souvent ce dont on parle, hein, la fiabilité des constructeurs premium. Donc là, c'est vraiment une belle offre, en tout cas chez BMW. Eric, tu voulais dire un mot là-dessus? Non, moi je m'interrogeais justement sur le côté premium du coup. Parce que si tu fais une voiture d'entrée de gamme au prix d'un milieu ou d'un haut de gamme de marque généraliste, en quoi est-ce que c'est encore une premium? Et finalement, est-ce qu'ils vont pas se perdre un petit peu là-dedans? Moi, je serais prudent de la part, si j'étais constructeur, à pas trop justement donner la sensation qu'elles sont accessibles à tous. Parce que sinon, c'est plus du premium. Le premium, c'est le luxe. C'est justement pour beaucoup l'inaccessible, et c'est ça qui fait rêver. Ça fait peut-être rêver, mais alors pour le coup, moi je trouve que ce qui est intéressant sur ce type de voiture, en l'occurrence une BMW ou une Audi, c'est qu'en termes vraiment de qualité, même de fiabilité, je pense qu'à 50 000 km, on a des petits bruits parasites chez certains constructeurs qu'on n'aura pas forcément dans l'habitacle, dans l'habitacle d'une BM ou d'une Audi. Et ça, c'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait un peu de kilomètres avec sa voiture, on veut pas forcément changer tous les 6 mois, hein. Et du coup, on a quand même un véhicule qui est très très bien conçu, qui a des matériaux de très bonne facture, et c'est quand même assez agréable. Au quotidien, je pense que c'est quand même différent, quoi. Donc pour conclure, Vincent, une vraie BM au prix d'une Peugeot, d'une Volkswagen, c'est crédible? Oui, absolument. Je pense que c'est ce que Stéphane a bien démontré dans l'essai qu'on vient de voir. C'est crédible. Et puis alors, juste pour conclure, je pense aussi que finalement BMW ou les autres constructeurs premium répondent avec ces petites motorisations à une attente de la clientèle, des gens qu'on connaissait peut-être un peu sportifs au volant de leur grosse allemande, qui en ont peut-être assez d'une répression qu'on peut avoir en France, en Espagne, en Italie, etc. Et du coup, on a un vrai véhicule premium avec toute la qualité qu'on entend et des performances peut-être un petit peu au rabais, mais qui en tout cas correspondent aussi peut-être à la façon qu'on a de vivre aujourd'hui avec sa voiture. Bien sûr. Merci messieurs pour vos avis sur cette BMW. On va se retrouver dans quelques secondes. Eric, on va parler d'une chose qui te touche un peu plus aujourd'hui, puis on va aussi récupérer Driss parce que on va parler moto. Alors, rassure-moi Eric, tu as toujours un volant entre les mains ou tu fais plus que du guidon? En fait, pour ne rien vous cacher, parce qu'il faut quand même que je m'explique, MotorLive.tv m'a recruté pour développer la voiture. Ils sont spécialistes de l'auto, ils sont spécialistes de la moto et du scooter, et je suis là plutôt pour développer la voiture. Mais il se trouve que comme j'ai le permis moto et puis que ça me dérange pas de le prendre le guidon de temps en temps, je fais aussi des essais moto et scooter. Alors on va commencer par une Suzuki. On parlait de Suzuki tout à l'heure pour la voiture, on va y passer pour la moto. Présente-nous un petit peu ce produit qui est... C'est typiquement le trail de moyenne cylindrée, c'est-à-dire c'est la moto qui se donne des airs de baroudeuse avec un moteur de 650 cm3, plutôt légère, plutôt accessible, pas forcément très très haute en termes de selle, on est à moins de 80 cm de hauteur de selle, et puis on a un petit moteur plutôt coupleux, sympa, un bicylindre en V qui a pas beaucoup évolué. D'ailleurs, c'est une moto qui à l'origine datait de
de 2004 qui a évolué là en 2012 et maintenant à nouveau en 2015 avec cette version XT qui est un petit peu mieux équipée que la version traditionnelle avec ce petit bec de canard qu'on a pu voir sur des motos de la fin des années 80-90 au Dakar. Voilà, c'est une moto qui est censée vous permettre de parcourir les routes de France et plus si affinité, parce que la vocation de la XT, c'est aussi d'aller dans les chemins. C'est la vocation du trail à l'origine, mais c'est vrai ça a été un petit peu dévoyé avec les trails plus routiers. Là maintenant on fait cette moto-là est capable d'aller dans les chemins. Et moi j'ai eu l'occasion justement d'aller l'essayer avec Jean-Pierre Goy, qui est le cascadeur, c'est la doublure moto de James Bond au cinéma. C'est pas rien. Et donc on l'a suivi sur les chemins. Il faut que je sois très honnête, je n'avais jamais fait de chemin avec une moto. C'est pas simple de trouver des chemins autour de Paris. On bétonne quand même pas mal. Il a fallu qu'on aille dans l'Ain et près du col des Colombiers notamment. On voyait c'est ce qu'on voyait un petit peu dans les images tout à l'heure, on voyait le Mont Blanc derrière. On n'en est pas très très loin finalement. Et moi j'ai découvert que effectivement avec une moto comme ça de 650 cm3, pas un couple camionnesque puisque on a 60 Nm de couple, on a une puissance qui est de moins de 70 chevaux, c'est 69 chevaux. On a du confort, un certain plaisir quand même sur route, et elle est exceptionnellement, je trouve, efficace pour quelqu'un comme moi qui découvrait ce que c'était que la caillasse, le chemin, un petit peu le hors-piste en moto, qui est capable justement de vous permettre de découvrir ce que c'est que d'aller hors-piste, et puis de se découvrir aussi debout sur une moto, à aller dans les chemins. Honnêtement, j'ai été assez impressionné par une moto qui est pas forcément très très chère en plus. On est à 8599 €. C'est un petit peu plus cher, c'est 500 € de plus que la version traditionnelle. Elle est mieux équipée avec donc les pare-mains, des jantes à rayons, c'est des choses qui sont quand même très efficaces et plus efficaces que des jantes à bâton, notamment dans les chemins. Ça casse moins, par exemple. Et donc, voilà, c'est pratiquement ce qu'on peut faire en entrée de gamme pour commencer à se découvrir un petit peu une âme d'aventurier, peut-être, sans aller non plus traverser le désert, quoi. Alors, le trail, en fait, en quelque sorte, c'est quoi? C'est le crossover de la moto C'est exactement ça. Ouais. C'est qu'on roule en ville avec aussi pour aller bosser C'est exactement ça. Ouais. C'est la moto du quotidien, un petit peu haute sur pattes, avec une stature qui est avec le dos assez droit, les mains un petit peu écartées. Ça donne beaucoup de maniabilité et de vision. C'est-à-dire qu'on voit un petit peu au-dessus des voitures. Donc en ville, du coup, c'est pour ça qu'on en voit partout en ce moment, et que c'est très à la mode le trail routier, parce que justement, ça permet une certaine facilité. Et puis on peut emmener quelqu'un avec soi. Si on lui met des valises et un top case, c'est pas ridicule non plus, parce qu'on est habitué à les voir dans cette configuration-là. Quand les gens partent, je sais pas, faire le Dakar, on est habitué à ça. Donc effectivement, c'est très à la mode et c'est complètement ça. C'est vraiment le crossover. Comme quoi, finalement, ça essaime aussi cet esprit. Ouais. Ça essaime. C'était beaucoup dans la voiture, on le connaît ça depuis longtemps maintenant. Et dans la moto, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que les gens se disent, attendez, moi je vais pas acheter une moto pour m'amuser de temps en temps, aller au travail tous les matins, etc. et qui est pas capable de tout faire. Et donc voilà, c'est des motos qui sont capables de tout faire. C'est des petits couteaux suisses à 2 roues, quoi. Driss, est-ce que tu es avec nous? Alors on va passer à Vincent. Vincent, le trail, est-ce que en gros, t'es d'accord avec tout ce qui s'est dit? Est-ce que tu connais cette moto d'ailleurs? Oui, moi, comme tu le sais, je fais de la moto et oui, c'est une petite moto qui est là depuis quand même de pas mal d'années, comme l'a rappelé Eric. Elle est sortie de mémoire. D'ailleurs, le moteur, c'était la base de la SV650, si j'ai bonne mémoire. C'était un petit roadster et c'était une moto particulièrement appréciée parce que c'est vrai que le moteur a une belle petite santé. Après, voilà, un trail, oui, c'est vraiment la moto, comme on dit, du roule toujours. Tu peux tout faire avec, te promener, aller sortir des sentiers battus, etc. Donc voilà, la proposition là est pertinente. Il faudrait juste changer les pneus pour en avoir une utilisation encore un peu plus off-road. Ouais. Mais sur le papier, la moto est déjà capable de faire beaucoup de choses. Après, il faut juste adapter les pneus. Eric disait pourquoi pas aller dans le désert avec. Pour te rendre dans le Maroc, tu mets des pneus à tétine et c'est parti. Et justement, Suzuki organise un voyage au Maroc pour les clients là au mois d'octobre. Et donc les gens vont pouvoir partir avec des Vestrom. Je pense effectivement qu'ils vont peut-être mettre des petites tétines
Michelin, des pneus un petit peu plus adaptés. Mais là, honnêtement, sur les chemins, même avec ces pneus-là, qui sont des pneus qu'on connaît, on dirait des MES dans la voiture, c'est vraiment des pneus justement un petit peu crossover aussi. Moi, j'étais particulièrement surpris de la motricité. J'ai quasiment jamais perdu ni l'avant. Bon, l'arrière, on fait un peu exprès parce que c'est amusant, mais j'ai pas perdu l'avant. Bon, avec l'ABS, on est quand même très assuré maintenant. Ça met plus longtemps, ça dérape un petit peu, mais on freine quand même. C'est assez surprenant. Je vous assure que pour quelqu'un qui n'en avait jamais fait, je reviens de cette expérience absolument ravi et surpris par les capacités d'une moto de ce type à ce prix-là. Driss, un petit mot sur le trail et cette Suzuki éventuellement. Moi je me perds, alors il faudrait un jour qu'on m'explique les appellations des motos, parce que DL650 V-Strom XT. Faut pas y penser, non mais c'est le V-Strom 650, tu vois, ça va plus vite. On peut pas juste appeler ça, voilà. XT c'est le raccourci de cross-country. Merci Vincent. Driss, un petit mot sur cette moto ou sur le trail en général. Ouais, moi j'ai pas pu l'essayer, je t'avoue, je suis pas très trail parce que j'ai un petit souci, c'est que je suis court sur pattes. Donc la ma bonne question taille, c'est quand les pieds touchent par terre. Pour Eric, c'était de savoir, pour un gars de 1m70, est-ce qu'on n'est pas encore au perché avec ? Non, étonnamment, non, ça a pas été, comment dirais-je, le ressenti de ceux qui étaient avec moi sur essai, parce que vous savez c'est rare quand on fait des essais seuls. Justement, il y avait des gens qui étaient de plus petits gabarits que le mien et qui étaient eux-mêmes assez surpris justement de la prise en main et de la facilité de la prise en main. Et étonnamment, comme la selle est très échancrée au niveau du réservoir, on a quand même les pieds qui touchent bien par terre, même si on n'est pas bien grand. Ce qui est pas toujours le cas. Il faut reconnaître que la plupart du temps sur les motos, c'est pas tant la hauteur de selle que sa largeur à l'entrejambe qui est problématique. Parce que si on a une selle qui est large à l'entrejambe, fatalement, on a les jambes plus écartées et on touche un petit peu moins facilement le sol. Là, en l'occurrence, ils ont bien travaillé sur cette forme, c'est très échancré. Et bon, alors évidemment, c'est pas non plus une moto à mettre entre les mains de quelqu'un qui fait moins d'1m70 peut-être. Et encore, parce que quand on a l'habitude, vous savez, on trouve, on voit de plus en plus de femmes, y compris sur des motos comme ça, et elles sont parfois plus petites que les hommes, et elles s'en sortent très bien. C'est juste une question de technique après. On va juste saluer Driss qui doit partir prendre son avion. Bon vol pour New York. On va conclure sur ce Suzuki. On rappelle le prix. Ouais, 8 599 €, ce qui est pas, c'est 500 € plus que la version de base, mais mieux équipée. Ouais. Alors, Eric, tu restes avec nous pour nous parler d'un duel cette fois entre deux scooters. C'est un petit peu la star du marché contre le Challenger, c'est ça ? C'est exactement Présente-nous ces deux produits. Alors là, d'un côté, on a le X-Max 125 Yamaha, qui est le leader incontesté sur ce marché. En France, en Europe, c'est un succès depuis 10 ans. Il y a très très bonne raison à ça. Et puis il y a effectivement le Challenger qui est bien décidé à venir lui croquer quand même quelque part de marché, parce qu'ils en ont marre chez Honda quand même que Yamaha prenne tout le gâteau, et donc ils sortent le Forza 125. Alors on a d'un côté vraiment un scooter, le Yamaha, qui est très typé sport en termes de design et dans l'âme, parce que c'est un châssis très rigide, des suspensions très rigides aussi, une direction qui est très très précise, très vive. Le train avant est très vif. Et puis on a le Forza qui arrive là-dessus avec, sur ce marché-là, avec un scooter qui peut paraître comme ça un petit peu plus confort, qu'il l'est objectivement. C'est plus confortable, la suspension peut-être un petit peu plus souple, et encore que on a une position de conduite qui permet une plus grande latitude au niveau des jambes. On peut se placer un petit peu à la cool, ou vraiment je pense se pencher un petit peu plus sur l'avant pour être plus incisif dans sa façon de conduire ce scooter. Ce qui est très surprenant, c'est qu'au final et au terme de cet essai pratiquement, il s'avère que le Forza a plus que des armes pour venir chatouiller le X-Max. C'est un excellent scooter. Ils ont réussi chez Yamaha, chez Honda, avec le Forza 125, à bien placer un curseur, ce qui est un peu la quadrature du cercle, placer le curseur entre le confort et la rigueur. Et là, on a un scooter qui est assez confort, qui offre pas mal de possibilités de rangement, notamment sous la selle, un grand vide-poche sur le côté. On peut rentrer une bouteille à l'intérieur du vide-poche, qui est équipé en plus d'une prise 12 volts pour recharger un téléphone portable. On peut mettre le téléphone portable à côté dans un logement, ce qui n'est pas le cas par exemple sur l'X-Max, qui dispose de 2 vide-poches, dont un qui ferme à clé, mais finalement ils sont petits, pas très logeables, c'est moins intéressant. On est mieux installé sur le Forza. La bulle est réglable à la main, il suffit de tirer dessus comme ça
sur 3 ou 4 positions. J'avoue que je dirais des bêtises, donc je préfère vous dire quelques positions. Il y en a beaucoup, peut-être 6. Bon voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont sympas. Il y a un design qui est plus proche de l'automobile, avec des rétros qui sont fixes, alors qu'on peut descendre totalement ou relever complètement, mais le miroir bouge indépendamment des rétros. C'est très automobile quoi, dans l'âme. Et puis on a ce tableau de bord qui lui aussi fait très automobile. Bon, ouais, ça étonnera personne puisque Honda fait aussi des voitures. Donc voilà. Et par contre il y a cette face avant. Et la face avant du Honda, là on sent encore plus qu'Honda fait de la voiture, parce que Honda a compris. Et l'a donc proposé sur ce Forza, a compris que la signature visuelle et notamment l'éclairage des projecteurs, etc., c'était très important aujourd'hui pour tout le monde. Et là on a du full LED à l'avant, avec de très beaux feux de jour, une signature visuelle qui est reconnaissable d'un coup, ce qui n'est pas le cas là pour le coup. Le X-Max prend un petit coup de vieux. Après c'est pareil en termes de... Oui, c'est très très beau show. Ouais, on retrouve l'esprit, c'est marrant, on retrouve presque l'esprit du CR-V. Exactement. C'est rigolo quoi. Exactement. Et c'est pour ça que je pense qu'en termes de design, là, Honda fait relativement fort. Et puis alors, parce que c'est quand même un petit peu là-dessus que ça se joue, hein, les 125, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on est dessus? Est-ce que ça a la pêche ou pas? Le 0 à 50, comment ça se passe en ville? Eh ben, figurez-vous que c'est à l'avantage du Forza. Ce que personne n'aurait pu imaginer, parce que le X-Max est connu pour sa pêche, notamment en ville, c'est un outil. Et ben là, Honda fait très très fort. Alors, très très fort. Ça démarre plus fort et ça va plus vite en vitesse de pointe. C'est parce qu'il est plus léger ou c'est parce que vraiment le moteur est plus volontaire? C'est en grande partie. Alors c'est les deux. Le moteur est plus volontaire, plus de puissance, ça se joue à quelque chose. Vous savez, les 125 c'est limité à 15 chevaux. Hein. Donc ça va jouer à 1 ou 2 chevaux. Et puis un petit peu plus de couple aussi. C'est surtout la répartition du couple et de la puissance qui est à l'avantage du Forza. Alors ouais, juste une chose, moi je sais que le Yamaha se vend très très bien aussi pour des raisons de tarifs. C'est que j'ai souvent entendu que Honda était un peu plus cher que Yamaha, ce qui leur permettait justement, ce qui permettait à Yamaha d'être leader, enfin plus ou moins leader avec ce 125. Et comment on est là aujourd'hui? Dans tous les cas c'est cher. Moi je trouve que c'est cher. Un 125 qui est à pratiquement 5000 €, c'est hors de prix. Attention, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même la porte. On ouvre une porte vers le 2 roues, un petit peu plus puissant qu'un 50, sans être obligé de passer un permis. On a 7 heures de formation, bon c'est vite fait, la plupart du temps les concessionnaires vous l'offrent parce qu'ils veulent tellement vendre du 125 qu'ils sont prêts à tout, et tant mieux. Pour le coup, bon voilà, ça explique pourquoi. Là, on est à, que je vous dise pas de bêtises, je regarde, 4599 pour le Forza, 4899 pour le X-Max, sachant que le Forza, il est en lancement, que ça va certainement augmenter un petit peu. Ils veulent peut-être réussir à le mettre juste en dessous en termes de prix pour les raisons que vous étiez en train d'évoquer. Mais il est fabriqué en Europe, je crois, hein, j'avais entendu dire, non? Non, là, c'est celui-là. Ah non, là, c'est... Non. Voilà. Ah non, c'est un produit pour l'Europe, mais... Le X-Max, oui. En fait, c'est produit dans les usines MBK en France, effectivement. Ouais. Okay. Avec tout un tas d'éléments qui viennent de partout ailleurs. Oui, bien sûr. On imagine bien. Le Forza, lui, est fabriqué, que je vous dise pas de bêtises cette fois encore, sûrement en Chine. Il y a de grandes chances que ça soit peut-être en Thaïlande aussi. J'ai plus l'info. Je sais que le PCX, qui est juste la version en dessous en termes de gamme, c'est Thaïlande. Là, il se peut. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de constructeurs qui partent vers la Chine. Hein. Donc, il y a de grandes chances que ça soit en Chine. Vincent, tu veux dire un mot sur ces 125 ? Oui, moi il y a quelque chose que je voudrais qu'Eric nous apporte comme information, parce que j'avoue que là je suis pas tout à fait au point, mais je sais que ce sont à chaque fois des scooters qui consomment peu et qui émettent aussi maintenant de moins en moins, parce que je crois qu'ils sont en norme Euro 4 ou même Euro 5. Alors, est-ce que tu peux nous donner ça? Parce que je trouve que c'est intéressant en termes de pollution en ville. C'est un point qui est très intéressant et je suis hyper content, Vincent, que tu en parles, parce que je l'avais oublié et c'est encore plus la grande force, je crois. C'est justement la conso. Bon, vous savez qu'on évolue y compris dans le 2 roues. Là, le Forza n'inaugure pas mais propose un système stop and start, ça s'appelle lead start. Donc quand on arrive au feu rouge, il s'arrête, il suffit de réaccélérer pour que ça redémarre. Résultat, et en plus un moteur qui est hyper sobre. Résultat, on va avoir un petit 4 litres au 100. Moi je pèse lourd, hein. Un petit 4 litres au 100 pour le X-Max, 125, et on est à moins de 3 litres avec le Forza. Là aussi c'est un énorme plus, parce que ça paraît pas, c'est pas des autonomies records, hein, normalement sur un 125, les réservoirs sont petits. Là on atteint facilement les 300 km d'autonomie avec le Forza, ce qui est pas le cas honnêtement avec le X-Max. Ça sera un point aussi à ajouter et à mettre dans la balance au moment où on va acheter le scooter. Et puis il y a la nouveauté, voilà, c'est aussi la nouveauté.
ça fait plaisir d'avoir quelque chose que personne n'a pour le moment, et puis avec un design frais. Ouais, puis ils ont vraiment, en plus je crois que Honda a vraiment envie de devenir leader du marché avec ce produit, hein. C'est ce qu'ils nous annonçaient juste avant le mondial de l'auto. Ils l'ont présenté en statique sur Paris, ce scooter. Ils s'en cachent pas. Ils sont très énervés, hein, ils s'en cachent pas, ils ont bien raison. Après tout, on fabrique pas des scooters pour les garder dans les concessions, hein. On est aussi là pour les vendre, hein. Alors justement, tu disais tout à l'heure que les concessionnaires cherchaient effectivement à vendre du 125. Est-ce que tu peux nous dire comment se porte le marché du 125 ? Parce que je crois qu'il a connu des hauts, des bas. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? C'est assez compliqué. C'est compliqué sans l'être. Ça a pris une bonne claque, honnêtement, à partir du moment où on a obligé les gens à avoir une formation de 7 heures. Honnêtement, on sent que ça a bien faibli. Ça a bien faibli aussi parce qu'il y a eu la crise. On a connu à peu près la même chose, en pire, dans le marché du 125. Le scooter, globalement, se porte mieux que les motos 125. En France, en tout cas, c'est le cas inverse en Angleterre. On aime bien. Il paraît que c'est la culture du cheval et qu'on préfère les motos en Angleterre qu'en France. Ça va un petit peu mieux. C'est en train de revenir gentiment. C'est pas encore folichon. Et je pense que honnêtement, ce type de scooter apporte un vent nouveau peut-être sur ce segment. Ça va peut-être permettre à des gens de se dire allez. Je change. On abandonne la voiture, on passe aux 2 roues pour la ville. Mais honnêtement, le marché, ça va surtout bien pour les 3 roues, quoi. Le MP3 se porte toujours très bien, même si ça s'infléchit. On a vu des chiffres, par exemple, sur le T-Max, qui était quand même la star des scouts de grosse cylindrée, je parle. T-Max a pris une bonne claque, alors que c'était vraiment la star incontestée, quoi. Ils ont peut-être peur de se faire voler leur T-Max aussi, les gens, parce que j'entends tellement d'histoires où tu retrouves ton T-Max, tu gardes ton T-Max, tu le retrouves à un autre endroit. Chez les flics ou voilà. Il y a peut-être. Mais je pense pas que pour en avoir eu un, c'est plus le cas aujourd'hui. Je peux en parler assez librement. Pour en avoir eu un, c'est pas ça qui m'a empêché de l'acheter. Le T-Max, c'est surtout le 530 aujourd'hui, c'est l'empereur des scooters. Si L500 c'était le roi, là, maintenant c'est l'empereur. C'est ce qui se fait de mieux, quoi. Donc. Juste pour conclure, tu parlais tout à l'heure d'une analogie avec l'automobile. Est-ce que c'est optionnable un scooter comme une voiture ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? De plus en plus, par exemple, là, c'est pas le cas sur le X-Max parce que c'est un peu compliqué. Bon, il y a quelques accessoires possibles, on peut rajouter le top case, des choses comme ça. Là, sur le Forza, étonnamment, il y a aussi ce phénomène de personnalisation qui est en train d'arriver avec la possibilité, par exemple, de choisir des entourages de tableaux de bord, couleur, carrosserie, alors que c'est pas le cas d'origine. On va avoir la possibilité peut-être de changer le pot d'échappement. Il y a des pots d'échappement d'origine. Là, de base, on va pouvoir avoir un pot un petit peu plus sonore, un peu plus sympa, Krapovic pour pas le citer, par exemple, ça va être des choses comme ça. Ouais, ça commence. Eh ben, messieurs, ce sera le mot de la fin. Il me reste à vous remercier. Vincent Beaucousin-Jamelin, merci à toi, comme d'habitude, d'avoir été fidèle au rendez-vous. Eric Philippe, à bientôt, j'espère. Merci, Nico, à demain, Alex. Très bientôt. Tu reviens quand tu veux. Merci à Benjamin en régie. On n'a pas été tendre avec lui aujourd'hui. Et merci surtout à vous de nous avoir suivis. On retrouvera Driss, j'espère, dans 15 jours. D'ici là, n'oubliez pas les rediffs et le replay. Les programmes continuent sur Watch. À très bientôt. Salut à tous.